Bonjour. Dans plusieurs cas d'un mouvement curviligne, il peut être très intéressant d'utiliser la base de série freinée pour étudier le mouvement du point mobile et de repérer ce point mobile par son abscisse curviligne. Dans cette vidéo, vous allez voir comment peut-on repérer un point mobile par son abscisse curviligne et vous allez comprendre les expressions et les caractéristiques des vecteurs de base de la base de série freinée. Commençons par introduire l'abscisse curviligne. Et supposons que l'on connaisse la courbe sur laquelle se déplace un point mobile M, c'est-à-dire sa trajectoire. Pour repérer maintenant le point mobile M par une abscisse curviligne, il faut suivre certaines étapes. La première étape consiste à orienter la trajectoire, c'est-à-dire lui donner un sens positif. Cette trajectoire s'oriente généralement dans le sens du mouvement. Deuxième étape, il faut choisir un point particulier de la trajectoire. Par exemple, ce point A. Ce point A va être choisi comme origine pour notre repère. Maintenant, ce qu'on appelle abscisse curviligne et qu'on note Sm de t, c'est la mesure algébrique de la longueur de l'arc AM le long de la courbe. C'est-à-dire si à un instant t, le point M se trouve dans cette position. Donc, en allant de A à M, on se déplace dans le sens positif de la trajectoire. Ceci veut dire que la longueur de l'arc AM va être comptée positivement. Et cette longueur, c'est-à-dire la longueur de cet arc AM, n'est autre que l'abscisse curviligne du point M à l'instant T. À titre d'exemple, soit la trajectoire orientée du point M et soit le point A choisi comme une origine. En choisissant une unité de longueur, on peut gradier la trajectoire afin de terminer directement l'abscisse curviligne de chaque point, tel que par exemple le point B ici, il est d'abscisse curviligne moins 2,5 parce que la longueur de l'arc AB c'est 2,5 et puis de A vers B on se déplace vers le sens négatif. Ceci donne donc directement l'abscisse curviligne du point B égale à moins 2,5. Le point maintenant C se trouve ici. Il vient que l'abscisse curviligne du point C vaut 2. Si on a maintenant un point M mobile tel que son abscisse curviligne obéit à la loi horaire t carré moins 1, ceci veut dire que l'abscisse curviligne du point M à l'instant t égale à 0, qui n'est autre que l'arc AM à l'instant t égale à 0 carré moins 1 égale à moins 1. Donc, à l'instant t égale à 0, on peut dire que notre point mobile était à cette position. L'abscisse curviligne du point M à l'instant t égale à 1 seconde égale à 1 au carré moins 1 égale à 0, c'est-à-dire la longueur de l'arc AM égale à 0. Ceci veut dire que A et M sont confondus comme c'est représenté ici. Et à l'instant t égale à 2, l'abscisse curviligne du point M à l'instant 2, selon cette loi horaire, égale à 2 carré moins 1, c'est-à-dire 3. Donc, à l'instant t égale à 2, le point M, on le trouve ici. Passons maintenant à introduire les vecteurs de base de la base de série freinée. Et je vais commencer par déterminer les caractéristiques d'un vecteur qu'on va noter T et qui a pour expression la limite lorsque S' tend vers S du vecteur OM' moins le vecteur OM sur S' moins S, tel que O est un point origine d'un repère supposé fixe, S' étant l'abscisse curviligne du point M' et S étant l'abscisse curviligne du point M. La limite lorsque S' tend vers S revient à dire la limite lorsque M' tend vers M. D'une part, et d'après l'expression de la dérivée d'une fonction, ce vecteur n'est autre que la dérivée du vecteur position M par rapport à la variable S, ou bien par rapport à l'abscisse curviligne S. D'autre part, le vecteur OM' moins le vecteur OM n'est autre que le vecteur OM' plus le vecteur MO, ou bien le vecteur MO plus le vecteur OM', et d'après la relation de Charles, MO plus OM' n'est autre que le vecteur MM'. Donc, le vecteur T, d'une part, c'est la limite lorsque S' tend vers S du vecteur MM' sur S' moins S. D'autre part, c'est la dérivée du vecteur position OM par rapport à la variable S. On va voir maintenant les caractéristiques de ce vecteur. Et je vais commencer par
sa direction. Mais avant de commencer, regardez maintenant le vecteur m' sur s' moins s, ou bien 1 sur s' moins s fois le vecteur m'. Donc c'est un scalaire fois le vecteur m'. La direction maintenant de ce vecteur n'est autre que la droite m'. Et maintenant, la direction du vecteur t, c'est la direction de ce vecteur m' sur s' moins s lorsque s' tend vers s ou bien lorsque m' tend vers m. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, je vais supposer une trajectoire pour un point M. Je vais prendre dans un premier temps deux positions pour notre point mobile M et M', tel que M' est relativement éloigné du point M. Regardez maintenant la direction de ce vecteur, n'est autre que la droite M'. Maintenant, la direction du vecteur T, c'est-à-dire la direction du vecteur m' sur s' moins s lorsque s' tend vers s ou bien lorsque m' tend vers m. Lorsque m' tend vers m, la droite m' tend vers, comme vous pouvez le voir, la tangente à la trajectoire en m. C'est-à-dire le vecteur t a pour direction la tangente à la trajectoire en m. Autrement, on a dit que t n'est autre que la dérivée du vecteur OM par rapport à S, que je peux l'écrire dérivée de OM par rapport au temps fois la dérivée de T par rapport à S, ou bien c'est dt sur ds, c'est un scalaire, fois la dérivée de OM par rapport au temps. Or, la dérivée du vecteur position par rapport au temps n'est autre que le vecteur vitesse. Il vient immédiatement que le vecteur T et le vecteur vitesse ont la même direction. Et comme le vecteur vitesse, comme vous le connaissez, est porté toujours par la tangente à la trajectoire au point M, donc T va être tangent à la trajectoire en M. Le sens maintenant du vecteur T, puisque la trajectoire est orientée dans le sens du mouvement, ceci veut dire que S' est supérieur à S. Par conséquent, 1 sur S' moins S est un coefficient positif. Donc, le vecteur T va avoir le sens de M' lorsque S' tend vers S. Lorsque S' tend vers S de la même manière, le sens va être de M vers M', c'est-à-dire le sens du mouvement. Autrement, on peut retrouver ce résultat mathématiquement. En effet, on arrive à dire que T égale la dérivée du temps par rapport à S fois le vecteur V. Comme maintenant S est une fonction croissante, pourquoi? Parce que le sens de la trajectoire n'est autre que le sens du mouvement. C'est-à-dire, lorsque M se déplace, S augmente. Et si S est une fonction croissante en fonction du temps, alors sa dérivée par rapport au temps est une fonction positive. T égale un coefficient positif fois V, ceci veut dire que T et V ont le même sens. Comme le vecteur V est orienté toujours dans le sens du mouvement, il vient alors que T aussi a le sens du mouvement. On passe maintenant à la valeur de T et de la même manière, je vais commencer par déterminer la norme du vecteur M' sur S' moins S lorsque dans un premier temps M' est relativement éloigné du point M. La norme de ce vecteur n'est autre que la distance M' sur la valeur absolue de S' moins S. Le point M il est là, le point M' il est là. Regardez la distance M' elle est représentée par ce segment rouge alors que cet arc vert représente l'arc M' ou bien la valeur absolue de l'abscisse curviligne S' moins S. Il est très clair que le segment a pour longueur inférieure à la longueur de l'arc. La norme de M' sur S' moins S est inférieure à 1. Maintenant, lorsque M' tend vers M ou bien lorsque S' tend vers S, regardez ce qui va se passer. Donc, la distance M' représentée par ce segment rouge, la différence ds ou bien S' moins S est représentée par l'arc vert et remarquez très bien que le point M' est tellement rapproché du point M que l'arc M' peut être considéré comme un segment équivaut à la distance M'. Alors, lorsque M' tend vers M, M' et S' moins S vont avoir la même valeur, d'où la norme de T va tendre vers 1. Le vecteur T est par conséquent un vecteur normé.
Le vecteur t, en fait, est un des vecteurs de la base de ces réfrénés, appelé vecteur tangent. Donc, tangent commence par la lettre t, d'où la notation par le vecteur t. Maintenant, je passe à déterminer les caractéristiques d'un vecteur que je vais noter n équivaut ou bien qui a pour expression ρ fois la dérivée du vecteur t par rapport à l'abscisse curviligne S. Mais avant, je vais vous rappeler la propriété suivante ou bien la notion suivante. Lorsqu'on a un cercle de rayon R, alors la longueur de l'arc AB associé à l'angle alpha vaut AB égale à alpha fois R, avec alpha est exprimé en radians. À titre d'exemple, le périmètre du cercle correspond à un angle alpha qui vaut 2π, alors le périmètre du cercle est égal à 2π fois R. Maintenant, c'est quoi ρ? Ρ étant le rayon de courbure de la trajectoire au point M. C'est-à-dire, si on a la trajectoire du point M et à l'instant T, le point M il est placé ici, ce rayon de courbure peut être déterminé par la façon suivante. Il suffit de chercher le cercle inscrit à cette courbure et la distance du centre au point M n'est autre que le rayon de courbure de la trajectoire au point M. Lorsque maintenant S varie d'une variation infinitésimale ds, c'est-à-dire lorsque le point mobile se déplace de la position M à une position M' telle que MM' égale à ds. À ds, à cette variation infinitésimale de l'abscisse curviligne S, va correspondre une variation infinitésimale d'un angle ici, qu'on va le noter déφi. D'après ce rappel, alors l'arc MM', c'est-à-dire ds, vaut ρ fois l'angle déφi. Ou bien ρ fois déφi sur ds égale à 1. D'autre part, je vous rappelle ici, lorsqu'on a un vecteur de norme constante défini par rapport à un angle phi ici. Alors la dérivée de ce vecteur de norme constante par rapport à l'angle phi est un vecteur qui lui est perpendiculaire dans le sens croissant de cet angle. C'est-à-dire la dérivée de u ici vaut le vecteur v ici. Si ce vecteur u est un vecteur normé, alors le vecteur v aussi est un vecteur normé. Et la dérivée du vecteur v par rapport à l'angle phi est un vecteur perpendiculaire à v dans le sens croissant de phi, ça va être automatiquement moins le vecteur u. Et la dérivée du vecteur moins i va être moins v et ainsi de suite. La dérivée de moins v, on revient au vecteur u. Pour plus de détails sur cette propriété, je vais vous laisser le lien d'une précédente vidéo dans la boîte de description ci-dessous. Alors maintenant, revenons à notre vecteur n. Ce vecteur n, je vais l'écrire autrement. Je vais l'écrire ρ fois la dérivée de t par rapport à phi fois dφ par rapport à s. Or, ρ fois dφ par rapport à s vaut 1. Et par conséquent, n égale la dérivée du vecteur t par rapport à phi. Or, le vecteur t a une valeur constante et puis cette valeur vaut 1. Alors, sa dérivée par rapport à phi est un vecteur qui lui est perpendiculaire dans le sens croissant de phi. Puisque t est porté par la tangente, donc la direction qui lui est perpendiculaire va être la direction portée par le rayon et le sens croissant de phi. Or, phi est orienté dans ce sens, donc on doit aller du vecteur t dans le sens de phi. Et on va trouver le vecteur n qui est représenté ici en jaune. Donc remarquez bien que c'est un vecteur qui est porté par le rayon du cercle inscrit à la trajectoire et orienté du point M vers le centre du cercle. Et en fait, le deuxième vecteur de la base de ces réfrénés, il est appelé le vecteur normal. Normal commence par la lettre n, d'où la notation de ce vecteur par le vecteur n. Maintenant, la base de ces réfrénés, c'est une base formée par 3 vecteurs. Le premier vecteur, comme on arrive de dire, c'est le vecteur tangent à la trajectoire orientée dans le sens du mouvement. Et il a comme expression dérivée de OM par rapport à S.
Le deuxième vecteur, le vecteur n, il est orienté du point M vers le centre du cercle inscrit à cette trajectoire en M. Ce vecteur n a pour expression ρ fois la dérivée du vecteur t par rapport à s. À titre d'exemple, si le point M est représenté ici, on commence par représenter le vecteur t qui est porté par la tangente et orienté dans le sens du mouvement. Et le vecteur n, cette fois-ci, puisqu'il doit être orienté vers la concavité ou bien du point mobile vers le centre du cercle, il va être représenté de la façon suivante. Maintenant, le troisième vecteur B est construit de sorte que la base TNB soit une base orthonormée directe. B, par conséquent, va être normal à la fois à T et à N. Il va être alors appelé vecteur binormal. Ce vecteur donc peut être mathématiquement obtenu par la relation B égale T vectoriel N. Donc si B égale à T vectoriel N, c'est-à-dire TNB forme une base orthonormée directe. On va représenter le vecteur B ici. Donc la règle de tire-bouchon dit que T vectoriel N veut dire que le vecteur B va être rentrant de cette façon. Ici, T vectoriel N, donc on tourne de T vers N dans ce sens, comme si on est en train de tirer le bouchon d'une bouteille, et par conséquent, le vecteur B va être sortant de cette façon. Alors, avec ceci, je termine cette vidéo et à la prochaine. Merci.